7h44, Benjamin Sportouche, vous recevez ce matin le vice-président du Front National, Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Manuel Valls a été victime hier d'un jet de farine. Est-ce que ça vous a fait sourire ou est-ce que ça vous inquiète sur le déroulement de la campagne à venir ? Bon, on ne s'en réjouit jamais. On ne peut pas cautionner quelque forme de violence, même aussi minime soit-elle, dans une campagne électorale, bien évidemment. Moi, je m'intéresse plus au fond. C'est-à-dire la raison pour laquelle il a été enfariné la raison pour laquelle, au-delà de cet enfarinage, pour une fois, ce n'est pas les Français qui ont été roulés dans la farine, ce sont leurs gouvernants, même si on ne doit pas tolérer ce genre de pratique. Mais c'est le 49-3, si vous voulez. On ne peut pas se présenter devant les Français en disant exactement l'inverse de ce qu'on prônait il y a simplement même 2 semaines. Et au-delà de Manuel Valls et son affaire de 49-3, je crois que ce raisonnement il doit être valable pour l'ensemble de la classe politique française. Mais on a le droit de mûrir sa réflexion, non, de changer d'avis quand on se rend compte qu'on a pas fait. Il a mûri de manière expresse sa réflexion quand même, là, en 2 semaines, puisqu'il était grand adepte du 49-3 sur la loi El Khomri. Et aujourd'hui, il nous explique qu'il supprimera le 49-3. Ça a un caractère, si vous voulez, non seulement c'est pas crédible une seule seconde, mais c'est pire que cela. C'est un peu prendre les Français pour des imbéciles. Et je crois que nos compatriotes en ont marre d'être pris pour des imbéciles par M. Valls ou par d'autres, des anciens ministres, des anciens premiers ministres qui essaient de faire oublier qu'ils ont été ministres ou premiers ministres ou responsables pendant très longtemps et qui voudraient aujourd'hui revenir devant les Français en faisant des promesses qui souvent ils ont déjà faites, avant même d'arriver au pouvoir. J'imagine que vous pensez à François Fillon, puisque vous parlez de Premier ministre. D'accord. Alors François Fillon, justement, qui est caricaturé. Ou Monsieur Macron, qui était ministre de l'économie pendant 2 ans et demi. Puis, auparavant, il était conseiller de François Hollande à l'Élysée. Voilà, bon, ça a quelque chose, si vous voulez, de pas crédible. Oui, François Fillon, qui est caricaturé sur les réseaux sociaux, on le voit barbu, coiffé d'un turban, laissant entendre sa complaisance envers l'islamisme. Il est même rebaptisé Farid Fillon. Benoît Paru, l'un de ses porte-parole, a fustigé hier une campagne orchestrée par le Front National. Est-ce que certains de vos sympathisants peuvent en être à l'origine ? Est-ce que vous condamnez ces caricatures ? Alors, c'est pas du tout orchestré par le Front National. C'est pas du tout orchestré par le Front National. Maintenant, ça existe. Et c'est la liberté d'expression. Mais ça n'est pas notre manière à nous de faire de la politique. Moi, ce qui m'intéresse, là aussi, c'est le fond derrière. Il y a un fond à ça qui peut justifier ce genre le problème, si vous voulez, que j'ai avec François Fillon du point de vue de la laïcité, c'est que je pense que qu'il n'est pas convaincu par la laïcité. Et j'en veux pour preuve ce qu'il a fait et ce qui se trouve toujours aujourd'hui dans ses projets. Il a été, comme ministre de l'Éducation nationale, le ministre qui a signé une circulaire en 2004 pour permettre l'aménagement des épreuves du baccalauréat en fonction des fêtes religieuses. Alors ça a refait polémique lors du bac 2016. La droite était montée au créneau avant de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on s'est tous souvenu que c'était en réalité François Fillon qui avait signé cette circulaire qui est profondément anti-laïque. Donc il ne protège pas la laïcité. De la même manière, il fut le premier chef de gouvernement en 2010 à inaugurer officiellement une grande mosquée à Argenteuil. Voilà, premier chef de gouvernement de la Ve République à inaugurer officiellement. Ça pose un problème. Si vous arrivez au pouvoir, vous n'inaugurez jamais une mosquée, il n'y aura jamais plus de construction. On n'est pas là pour inaugurer des lieux de culte. D'abord, les lieux de culte doivent être payés et financés intégralement et uniquement par les fidèles. Ça peut être un geste républicain, non, que d'y aller ? Non, je ne vois pas ce que ça. Je pense que justement, ça n'est pas républicain. Ça doit être financé uniquement par les fidèles. Il faut interdire les financements étrangers, puisqu'on sait qu'il y a des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou d'autres qui jouent un rôle absolument délétère dans l'islam en France et qui poussent vers le salafisme ou vers l'islamisme. On doit également veiller à interdire réellement les financements publics, notamment les financements déguisés via les collectivités locales qui transforment du cultuel en culturel pour accorder des subventions déguisées, etc. Il y a des maires qui vont inaugurer des églises, par exemple, des nouvelles églises dans ce pays ou des synagogues. Ça vous choque aussi ou vous trouvez aussi que ça peut être le rôle d'un responsable politique d'être là et de témoigner que ça peut être le signe d'une coexistence pacifique entre tous les cultes ? Non, je pense que ça n'est pas le rôle du responsable politique et certainement pas du chef de gouvernement d'aller inaugurer une mosquée. Et François Fillon fut le premier à le faire. Aujourd'hui, il nous explique qu'il pourrait, au moins transitoirement, revoir ou aménager la loi de 1905 sur la laïcité. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Enfin, il faut expliciter ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie qu'il accepterait au moins de manière transitoire un financement public ? Donc je pense que François Fillon a un réel problème avec la laïcité.
Voilà, qui Vous- s'explique peut-être, qui s'explique aussi d'ailleurs sur ces et peut-être qu'on a une clé d'explication sur ses conférences rémunérées, puisqu'il a une société de consulting depuis 2012, il livre des conférences rémunérées par des puissances étrangères. Mais par qui? Non, c'est Certains pas. disent par les Russes. Est-ce que ça, c'est une accusation que vous portez? Je sais pas, il dit que ce ne sont pas les Russes, mais si ce pas les Russes, c'est qui? Mais il faut simplement le dire. Quand ça fait partie du champ privé de l'activité commerciale, à la limite, je le comprends. Mais à partir du moment où vous êtes candidat à la présidence de la République, vous envisagez de diriger la diplomatie de la France. Et auparavant, vous avez été rémunéré par des puissances étrangères. Mais les Français ont le devoir et le Mais à droit qui de pensez-vous? Il y savoir. a des puissances étrangères que vous. Mais vous je ne sais pointez? pas. Non. Est-ce que ce sont des conférences au Qatar, en Arabie Saoudite ou ailleurs, comme d'autres responsables politiques l'ont fait auparavant? Qui Alors, nous le en disent. termes Peut-être de que ce n'est pas le cas, peut-être que c'est le cas. Alors, en termes de transparence, justement, il y a une interrogation sur le financement de votre campagne présidentielle. Le Canard enchaîné disait que vous aviez sollicité des banques russes pour un prêt de 30 millions d'euros. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est totalement bidon. Est-ce que vous excluez de le faire? Parce que c'est vrai que les banques françaises, à ce jour, ne vous prêtent pas. Est-ce que vous excluez de demander, comme vous l'avez déjà fait dans le passé, un prêt à une banque russe pour pouvoir financer si la vous voulez, campagne présidentielle de Marine Le Pen? On cherche là où on peut trouver, parce que de toute façon, nous avons besoin d'argent pour financer une campagne, comme tout le monde. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui, les banques françaises refusent de prêter à donc la candidature de Marine Le Pen, à cette candidature présidentielle, ce qui est totalement anormal. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas les grands amis de la grande finance, on l'aura compris, et peut-être qu'elles nous le font payer. Mais ça n'est pas démocratique, ça n'est pas normal. Nous, ce que nous demandons avant tout, c'est de pouvoir être financés par des capitaux français, et donc une loi qui oblige au moins un établissement bancaire français. Vous demandez une loi? Bien sûr, nous demandons une loi qui oblige un établissement bancaire français à financer tous les candidats à l'élection présidentielle. Comme ça, ce sera réglé Mais est-ce définitivement pour tout le monde. Si jamais vous demandez un prêt aux Russes, à la Russie, à une banque russe, est-ce que vous jouerez la transparence? Est-ce que vous le direz? Parce que ça vous met quand même, vous aussi, dans une difficulté, un risque d'accusation de conflit d'intérêts. Mais nous essaierons de trouver l'argent là où il se trouve, Donc, en Russie ou éventuellement, ailleurs. là-bas. On n'a pas de focalisation sur un pays en particulier, mais on aimerait pouvoir le trouver en France. C'est ça le problème démocratique aujourd'hui. Et c'est pour ça que voilà, j'ai discuté avec un député socialiste hier en débat qui me disait, écoutez, oui, moi je suis assez d'accord avec votre loi, mais il faut le faire alors, s'il est d'accord. Il ne faut pas attendre que la démocratie soit bafouée par ces problèmes de financement. Et il était écrit dans cet article qui relayait un message d'un sénateur républicain à son administration s'inquiétant d'une possibilité de la reconnaissance de la Crimée en échange d'un prêt russe. Est-ce que cela était envisagé? Oui, mais là, par je crois Marine qu'on Le Pen? bascule sur les dires d'un obscur élu américain, on bascule dans le complotisme. Je veux dire, vous ne considérez pas que la Crimée fait partie on de est la vis-à-vis Russie de la aujourd'hui, Russie. Florian On est Philippot, vis-à-vis de la juste sur ce point. Attendez, on est vis-à-vis de la Russie, un peu dans une période de macartisme. De complotisme. On nous explique que Trump est un agent russe, que tous les partis patriotes sont en fait des agents russes. Donc cette espèce de Russie serait une espèce de marionnette qui tirerait les ficelles internationales. Enfin, écoutez, le seul pays qui aujourd'hui espionne tout le monde, et on le sait, y compris les chefs d'État, les gouvernements, et on l'a su, on a eu des preuves, ce sont les États-Unis. Donc là, il y a une vraie ingérence, et celle-là, elle est démontrée, elle est réelle, elle est massive, et elle est antidémocratique. Et il faut la dénoncer. Est-ce que la Crimée fait partie de la Russie aujourd'hui ou pas? Juste sur ce point. Est-ce que la Crimée fait partie de la Russie? Il me semble que ça doit être réglé par le droit international, mais il y a une différence d'appréciation entre deux pays. Donc comment on fait dans ce cas-là? On va devant la Cour de justice internationale. Bon, donc vous en remettez aux organisations internationales. Est-ce que vous n'êtes pas trop complaisant à l'égard des Russes? Là, vous pointez du doigt les Américains, mais vous voyez bien que les Russes soutiennent les Syriens dans la reprise d'Alep. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes trop complaisant? Hier, on entendait par exemple Vladimir Poutine dire qu'il voulait renforcer la dissuasion nucléaire. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de cette superpuissance-là? Non, nous avons nous aussi, la France, la dissuasion nucléaire, et il faut nous aussi que nous la maintenions et que nous renforcions notre budget de défense. On doit même l'inscrire dans la Constitution. On ne doit pas descendre en dessous de 2% du PIB, et on doit viser 3% à la fin du mandat, parce qu'aujourd'hui, notre budget de défense nationale, c'est la variable d'ajustement budgétaire. C'est une folie. 3%, ça veut dire 26 milliards. Hein. Oui, mais 3% en fin de mandat, en 2022. 26 milliards mais là, aujourd'hui, on est à 1,77. Il faut mettre dans la Constitution qu'on ne peut pas descendre en dessous de 2% pour une raison de sécurité. Je rappelle d'ailleurs, et M. Langlais qui est à côté de moi le sait, lui, que quand on investit 1 euro dans la défense, c'est l'euro le plus rentable.
en termes d'innovation, de nouvelles technologies et d'emploi. Donc, on doit absolument faire cet effort. Mais concernant où ces 26 milliards, Florent Philippot? Nous faisons des choix. On fait des choix. Vous voyez, on donne aujourd'hui beaucoup d'argent à la politique migratoire, à la politique de l'asile. On va accueillir cette année 100 000 demandeurs d'asile. Nous donnons chaque année 9 milliards d'euros en trop à l'Union européenne, entre ce qu'on lui verse, les 22 milliards, et ce qu'elle nous rend, les 13 milliards, dont les aides agricoles. 22 moins 13, ça fait 9 milliards par an. On donne beaucoup trop d'argent si vous voulez, une politique de la ville qui n'est pas efficace et qui ne va pas aux habitants. Hein, bon, voilà. Alors, votre réponse sur ce que vous me disiez auparavant. On parlait de la Russie. Voilà, mais on parlait de la Russie. Vous nous avez répondu sur la Russie. Sur Berlin, parce qu'il y a eu un attentat très grave. Est-ce que vous êtes, Florian Philippot, vous considérez que les migrants qui sont en France sont tous potentiellement des terroristes ou pas? Non, ce serait idiot que de penser cela. Donc les 20 000 qui sont en France, vous ne souhaitez pas les renvoyer dans leur pays? 20 000, vous dites cela, moi je pense beaucoup plus que 20 000. Beaucoup plus que 20 000. Venez dans certaines villes comme Forbach, vous en avez plusieurs centaines. Dans la région, vous avez en tout cas, été de Forbach, très dur à l'encontre d'Angela Merkel. Alors qu'on voit les Allemands plutôt modérés actuellement. Je ne sais pas si les Allemands vont rester si heureux et satisfaits d'Angela Merkel très longtemps. Je ne le pense pas. Je pense que sa cote est en chute libre et c'est bien normal. Là, en l'occurrence, il se trouve qu'une nouvelle fois, celui qui a commis cet attentat, c'est un terroriste islamiste qui s'est infiltré parmi le flux de migrants. Qui n'a pas eu l'asile, qui aurait dû être renvoyé chez lui, qui n'a pas été renvoyé chez lui. Comme en France, la Cour des comptes nous dit, dans 96% des cas, les déboutés de l'asile, ceux qui n'ont pas eu le statut de réfugié, ne sont pas reconduits chez eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frontière nationale. Donc Marine Le Pen est la seule candidate de cette élection présidentielle à proposer de sortir de Schengen et de rétablir les frontières nationales et en même temps d'arrêter ce flux de migrants parfaitement irresponsable. Ni Macron, ni Fillon, ni Valls, ni Montebourg ne le proposent, tout ça. Une toute petite dernière question. On a appris que votre frère Damien Philippot intégrait les instances dirigeantes. Pourquoi l'avoir caché jusque-là, Florian Philippot? Non, il n'intègre pas les instances dirigeantes. Vous le démentez? Moi, si vous voulez, je pense que c'est un grand professionnel. Il a une expertise reconnue. C'est un fervent patriote. Ça, je le sais aussi. Donc, s'il veut nous rejoindre et nous aider, il est le bienvenu. Mais je laisse à Marine Le Pen le mais soin. Mais vous craignez qu'on dise que c'est une affaire de famille au Front National? Non, c'est pas ça. C'est que Marine Le Pen, elle étoffe ses équipes en permanence. Et quand elle le voudra et si elle le souhaite, elle fera savoir son équipe complète. Merci beaucoup, Florian Philippot. Bonne journée à vous. Merci. Sur le financement de la campagne de Marine Le Pen, pas de banque russe, nous dit Florian Philippot, mais il nous confirme en revanche les difficultés du Front National à se faire financer en France. Merci à tous les deux. L'entretien est bien entendu à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr.